Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo, la première qui marque la reprise du rythme normal. Vraiment une vidéo tous les mercredis, une vidéo tous les dimanches et un vlog a priori tous les vendredis, sauf s'il y a des semaines où je rate. Bref, voilà, on arrête les vidéos par jour, ça suffit maintenant. Non mais c'est bien, on recommence normalement. Je vous en avais parlé avant de faire le mois de vidéo et j'ai pas réussi à en caler au moins une dans le mois de vidéo. C'est quand même fou de faire une vidéo par jour et pas réussir à caler une vidéo, non mais c'est quand même fou. Je vous avais parlé de faire un top 10 de mes personnages masculins préférés et probablement un top 5 de mes personnages préférés parce qu'il y en a moins, voilà. Sauf que je vous en ai parlé dans le tout dernier vlog du coup qui est sorti le 1er octobre. Dernier vlog du mois de septembre qui est sorti le 1er octobre, vous vous souvenez. Il se trouve qu'en commençant à faire ça, je me suis rendu compte que, en fait, il y a beaucoup de livres, beaucoup d'univers et beaucoup de personnages dont je voudrais parler, mais pas toutes et tous, pour la même raison et avec le même truc. Donc en gros, au global, il y aura 4 tops. 2 top 10, un pour les personnages masculins et un pour les personnages féminins, parce que finalement, il se trouve que il y a quand même pas mal de personnages féminins dont j'aimerais parler dans ce top. Et 2 top 5, un top 5 de couple, parce qu'il y a des personnages que j'aime, mais j'aime les deux. Du coup, je me suis dit, autant parler des deux en même temps plutôt que de chacun séparément. En plus, comme j'en ai déjà 10 dans les autres tops, c'est-à-dire ça ferait beaucoup, tu vois. Et un top de saga, parce qu'il y a des personnages que j'aime, mais j'aime aussi surtout la globalité du tome, de l'univers, de la saga, des personnages, de tout ce qui s'y passe. Et parler que du personnage, ça serait réducteur par rapport à ce que j'aime dans la saga, justement. Donc voilà, vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir les 4 à la suite. Moi je les ai déjà préparés, mais je pense en faire genre peut-être un par mois, je sais pas trop. Mais voilà, et évidemment, vous l'avez vu, on commence avec les personnages masculins. Il y en a 10 et je les ai classés. Au début, je pensais faire que mon top 3 parce que mon top 3 vraiment il est... En fait, les 3 derniers que je vais vous montrer, ils sont vraiment très hauts, tu vois, par rapport aux autres. Mais finalement, je les ai tous classés et donc c'est 10 personnages que j'adore, mais on part de parmi ces personnages que j'adore, celui que j'aime le moins jusqu'à celui que j'aime le plus. Je vais faire dans ce sens-là, même si en soi vous connaissez déjà le top 3 parce que j'en ai déjà parlé, mais je vais quand même partir de celui que j'aime le moins à celui que je préfère. Sachant que, franchement, les trois premiers, si vous les avez pas, c'est que vous regardez pas les vidéos ou vous vous en rappelez pas, je sais pas, mais à un moment donné, j'en parle tellement, c'est pas possible. Peut-être que vous avez pas bien l'ordre, parce que même moi-même, j'étais pas sûre. Mais bref, ça va être déjà très long, on y va. En numéro 10, on commence avec Garrick de la saga Ceci Joli Trouble. Ah oui, autant les premiers, vous les connaissez, autant ceux qui sont dans la fin du top, c'est-à-dire les premiers de la vidéo, vous les avez, je pense, quasiment jamais vus. Je suis pas certaine d'avoir déjà réellement parlé de cette saga, peut-être dans un top justement, mais il y a longtemps. Donc c'est une série écrite par Cora Cormac et en fait c'est, je pense, la première saga de romance un petit peu érotique que j'ai lue. Il me semble que je l'ai même lu avant de lire les Beautiful Bastards de Christina Loren, parce que Beautiful Bastards de Christina Loren, c'est pareil, c'est une des premières que j'ai lues, en tout cas une des premières que j'ai vraiment adorée, mais celle-ci, il me semble que c'est par ça que j'ai commencé réellement la romance dans ma vie de lectrice. Et du coup, la saga au complet a une place particulière pour moi, évidemment, dans ma vie de lectrice, tout ça. Et en fait, j'ai hésité à la mettre soit dans les sagas, soit dans les couples, mais dans les couples, déjà, je me suis rendu compte que elle, j'ai pas vraiment de souvenir d'elle, elle m'a pas forcément marquée en tant que personnage, et ce que je retiens vraiment de la saga, c'est le personnage masculin. Du coup, je me suis dit autant le mettre là, je veux dire, ça sert à rien de réfléchir. En gros, c'est une romance, et alors, à l'époque, ça me dérangeait pas du tout. Peut-être que si aujourd'hui je le lisais, ça m'agacerait. C'est même quasiment sûr, mais faut le remettre dans le contexte dans lequel je l'ai lu. Et j'ai lu ça, je devais avoir peut-être 18-19 ans. C'est bien avant After. Genre vraiment bien avant After. Pour vous donner un ordre d'idée. Oui, je parle beaucoup d'After. Ah oui, spoiler alerte, je vous assure, il n'y a pas After dans aucun des tops. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Bref, et du coup, on part d'un cliché qui m'agace aujourd'hui, mais à l'époque, ça passait, vous voyez. En gros, on suit une jeune fille qui s'appelle Bliss, qui entre à l'université, et la veille, vraiment ça cumule un nombre de clichés de romance, c'est assez fou, mais en gros, la veille de sa rentrée, elle va dans un bar et tout, elle sort, c'est le genre de fille qui sort pas beaucoup, comme pas beaucoup sortir, mais qui se laisse un petit peu, je sais plus si elle sort avec une pote ou si elle est toute seule, il me semble qu'elle est avec une pote.
sa pote l'a convaincue de sortir ou un délire comme ça parce qu'elle avait pas vraiment envie, tu vois, mais bon, elle y a été, elle se retrouve dans un bar et elle va discuter avec un homme. Ils vont à rentrer chez elle tous les deux, elle va le ramener chez elle en gros. Et il y a eu cette scène qui est au tout début du livre qui me fait mourir de rire aujourd'hui, vraiment. En fait, ils sont en train de... Enfin, je vais pas vous faire un dessin, mais ils sont en train de se déshabiller. Ils sont près de son lit, voire sur son lit à elle. Et elle panique. Elle panique en fait parce qu'elle est vierge et elle ne lui a pas dit. Et elle veut pas perdre sa virginité comme ça, enfin, avec un mec qu'elle connaît pas d'un soir comme ça. Enfin, tu vois, elle est pas... En fait, elle n'est pas prête à perdre sa virginité de base, et pas comme ça, vraiment pas comme ça. Donc du coup, elle panique et elle lui sort une excuse bidon. Elle lui dit qu'il faut qu'elle aille récupérer son chat, il est minuit passé, cette excuse ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens. Mais voilà, du coup, en gros, elle le fout dehors, alors que le gars était quasiment nu. Super. Enfin, super. Il vaut mieux ça qu'ils aillent trop loin, évidemment, mais la situation est quand même assez drôle. Bref. Donc du coup, il rentre chez lui, tout ça, et elle se rassure en se disant qu'elle ne le reverra jamais. Sauf qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Eh bien, le lendemain, elle a son premier cours à la fac. Et qui est son prof? Garrick, évidemment. Et donc voilà, on va les suivre tous les deux. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est vraiment le personnage masculin est vraiment vraiment cool. Il me semble pas qu'on est dans cette tête à lui, parce qu'à l'époque, j'avais pas forcément besoin d'être dans la tête du personnage masculin pour vraiment aimer une romance. Ça a changé depuis. Mais vraiment, je garde un souvenir d'un personnage masculin très adulte, très mature, et qui est très patient, en fait. Parce que, enfin, genre, il pourrait lui en vouloir vu la situation de départ, tu vois. Mais non, il comprend, il attend, vraiment, il est attentionné avec elle. Il n'y a pas de malaise entre eux, en fait. Il n'y a pas de il va lui faire payer, il n'y a pas de il lui en veut, il l'insulte pas, il dit même pas, on n'est pas dans sa tête, mais je pense pas qu'ils se disent c'est une allumeuse, elle me fait chier et tout. Vraiment, j'avais trouvé ce personnage masculin très cool, vraiment, et j'ai rarement vu après en romance un personnage masculin aussi calme, aussi posé, genre vraiment dans mon souvenir, alors tout ça date évidemment, ça fait plus de 10 ans que j'ai lu ce bouquin, mais dans mon souvenir, il est même pas le cliché du coureur de jupons, vous voyez, il est même pas le mec qui enchaîne les filles et tout, pas du tout. Dans mon souvenir, pas du tout. Et ce qui compte aujourd'hui, bah, c'est, enfin, pour ce top en tout cas, c'est le souvenir que j'ai gardé du personnage, du coup voilà. Je vais essayer de pas passer 36 minutes par personnage, mais étant donné qu'on parle de 10 personnages que j'adore, ça risque d'être compliqué, vraiment. Bref, le 9ème du coup, c'est, comment il s'appelle? Kyle, il me semble, de Sortilège, écrit par Alex Flynn. Ici, on est dans une réécriture de La Belle et la Bête, et on est dans la tête du mec, on est dans sa tête à lui. Donc c'est une réécriture, donc c'est édité chez Hachette, donc c'est du roman adolescent. Et en gros, on est au lycée, on est avec un garçon, il a à la fois des cicatrices et le crâne un petit peu brûlé, il me semble, il porte toujours une capuche et tout. C'est l'incarnation de la bête, évidemment. Et on a le personnage féminin qui est décrit comme une belle, enfin, mais dans mon souvenir, elle n'est pas décrite tant que ça comme la fille parfaite, super belle, avec, vous savez, les longs cheveux, la police, pas besoin de maquillage. Elle n'est pas décrite comme ça dans mon souvenir du tout, elle est plutôt décrite comme l'intello un peu renfermé et du coup on fait pas attention à elle et donc on sait pas vraiment à quoi elle ressemble parce qu'on fait pas attention à elle. Voilà, et il se trouve que lui c'est un petit peu l'ado rebelle, il est un peu renfermé sur lui-même, c'est évidemment dû à son physique et à quoi il ressemble, il est légèrement rejeté par les autres parce qu'il ressemble pas vraiment à un humain. Je sais plus pourquoi il a ces cicatrices là et pourquoi il a comme ça, probablement un accident. Je ne sais plus exactement. Et en fait, ils vont se rencontrer parce que lui, il a des difficultés scolaires aussi. En gros, il s'est un petit peu désintéressé de l'école, tout ça. Et elle, comme je l'ai dit, c'est un peu l'intello de la classe, tu vois. Donc elle va lui donner des cours, principalement de littérature, il me semble. Le seul truc que j'ai pas aimé dans cette saga, c'est le côté, elle lit, elle est passionnée de lecture, mais elle lit, attention, que des classiques. Genre vraiment, en plus elle lit un classique que moi j'aime pas du tout, il me semble. Il me semble qu'elle lit du Jane Austen. Et voilà, vraiment, elle lit du Jane Austen, du Daphne du Maurier, enfin que des trucs hyper intéressants, tu vois, pas du young adulte ici, pas... non, attention, on lit, mais on lit bien, tu vois.
Ça m'avait vraiment dérangé. Mais vraiment, j'ai adoré toute cette réflexion. En fait, c'est toute une réflexion sur le paraître, à quoi tu ressembles physiquement, mais du point de vue d'un homme. Et c'est assez rare qu'on ait ça. En général, on a le questionnement d'une jeune adolescente ou d'une adolescente, comment elle s'habille, comment elle se maquille, à quoi elle ressemble, attention, je suis trop grosse, faut que je fasse un régime. Toutes ces questions à l'adolescence chez les filles, et on les a rarement chez les mecs. Et là, vraiment, on n'est que dans sa tête à lui, et que lui accepte que le physique, c'est pas vraiment important, en vrai. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre, et c'est à ce jour, en tout cas, la seule réécriture de contes que je suis capable de vous citer. Bon, il y en aura une autre dans ce top-là, mais en one-shot comme ça, vraiment, c'est la seule où vraiment il n'y a pas d'univers autour. C'est que une romance réécriture de La Belle et la Bête. La Belle et la Bête est à mon sens un Disney un petit peu problématique, j'avoue. Mais celui-là, j'ai adoré. Enfin, le personnage vraiment est cool. Le numéro 8, c'est Elle du collège maléfique de Cassandra O'Donnell. Donc Elle, c'est son prénom, vraiment il s'appelle comme ça. En gros, on est dans un univers, le personnage principal c'est Emma, c'est un personnage féminin. Je l'aime beaucoup elle aussi, et j'ai pas pu les mettre dans les couples parce qu'on n'est pas vraiment dans un couple. Voilà, ils sont amis, on se doute bien que ça va finir, voilà. Ils sont au début de l'adolescence, ils doivent avoir entre 11 et 13 ans par là. Du coup, toutes ces questions-là sont secondaires pour eux, donc c'est pour ça qu'il n'est pas en couple non plus. Et il est pas, je l'ai pas mis dans les sagas parce que vraiment elle est un personnage très cool. J'ai un peu hésité avec un autre personnage de la légende des 4 de la même autrice qui sont pour moi vraiment ils se ressemblent beaucoup, mais je préfère elle à l'autre personnage. Du coup j'ai choisi elle. En gros donc on suit Emma qui a un pouvoir particulier, on est dans un univers fantastique avec des personnages qui ont des pouvoirs, et au tout début du tome 1 ici, elle est envoyée dans une école, dans un collège magnifique, un collège spécial pour les enfants spéciaux, un petit peu un Poudlard, voyez-vous, mais elle n'a pas du tout envie d'être là-bas, et elle va découvrir réellement ses pouvoirs, comment ça marche. Elle va rencontrer tout un tas de personnages qui ont d'autres pouvoirs que les siens, et elle va vite se rendre compte que très peu de personnes ont les pouvoirs qu'elle a, et au fil de la saga on va se rendre compte que effectivement elle est potentiellement pas tout à fait gentille. Et donc on a elle qui, rien qu'à la première rencontre et rien qu'avec son prénom, tu sens bien que c'est pas un garçon très sympathique, tu vois. C'est-à-dire que le gars s'appelle Enfer, à un moment donné, faut se poser les bonnes questions, tu vois. Il est sorcier, il est très sombre, il est très renfermé sur lui-même. Il est en gros présenté comme le méchant maléfique, très renfermé sur lui-même et très charismatique, même s'il a 12-13 ans, un truc comme ça. Vraiment, et j'adore. En fait, j'adore ce genre de personnage que quand tu le rencontres, tu te dis oulala, c'est quoi ce délire? Et plus tu vas apprendre à le connaître dans le bouquin, dans l'histoire, dans la saga, et plus tu vas te dire, en fait, ce n'est qu'une image. Exactement comme avec Kyle de Sortilège, ce n'est qu'une image qu'il a, et derrière toutes ces barricades, en fait, c'est un personnage tout à fait sympathique, en fait, hein. Voilà, c'est juste que ça prend un petit peu de temps à s'en rendre compte, et j'adore ce genre de personnage, et j'arrive pas à trouver d'équivalent en personnage féminin. Il n'y a pas d'équivalent en personnage féminin, ça n'existe pas. C'est soit elles sont méchantes, soit elles sont gentilles, mais il n'y a pas ce côté... je sais pas comment expliquer, ça fait pas le même effet quand c'est un personnage féminin. Là, vraiment, j'adore elle, et j'ai trop envie de lire le tome 4, parce que là, j'ai le tome 1, j'ai déjà lu le tome 2 et 3, mais le tome 4 n'est pas prévu pour tout de suite, apparemment. Madame O'Donnell, s'il vous plaît, Madame O'Donnell, je voudrais retrouver elle, c'est possible? En numéro 7, j'ai mis Ridge de Maybe Someday. C'est un livre dont je parle très peu, mais j'ai tellement aimé Maybe Someday, vraiment. Et c'est à ce jour le seul livre de Colleen Hoover que j'ai lu, que j'ai terminé et que j'ai aimé. Je n'arrive pas à lire d'autres Colleen Hoover. J'ai essayé à plusieurs reprises, ça ne passe pas, ça ne marche pas. Mais ici, vraiment, j'ai adoré. En gros, on y rencontre une jeune fille qui s'appelle Sydney, qui vit avec son petit ami, tout ça, sauf que son petit ami la trompe, parce que bon, ben voilà, c'est comme ça. Et elle va découvrir ça, et puis elle va, dans le même temps, en parallèle, se rapprocher de son voisin, qui s'appelle Ridge. Et en fait, son voisin, je sais même pas si je dois vous dire la particularité qu'il a. Et vraiment, enfin, c'est ce qui fait que j'ai adoré ce personnage. C'est un personnage vraiment unique. Je n'ai jamais rencontré d'autres personnages comme lui. Il est musicien, je vais vous le dire, je suis désolée si vous n'avez pas lu le bouquin, il est musicien et il est sourd. Et vraiment,
C'est tellement bien écrit, c'est tellement bien fait. Leur histoire est tellement chou, en fait, ils sont tellement mignons tous les deux. Et Ridge, vraiment, je sais pas comment expliquer, mais j'ai envie de dire, il est normal, il est sourd, il est normal, c'est ok. Vraiment, il a aucun problème avec le fait d'être sourd, il est musicien, il est un musicien génial en plus évidemment, sinon c'est pas drôle. Et en fait, il va trouver le moyen d'aider sa voisine qu'il ne connaît pas, alors que personne n'arrive à l'aider, personne n'arrive à la consoler après ce qu'elle a découvert, personne n'arrive à trouver les mots. Et lui, il va trouver les mots. Il me semble qu'il parle pas des masses non plus. C'est souvent lié, hein. Il a la capacité de parler, mais il me semble qu'il parle pas. Ils ont tout un système de communication très chou avec des petits papiers, il me semble. Vraiment, j'ai adoré cette romance. Et en fait, la romance entière, pour moi, repose sur Ridge. C'est lui qui fait que le livre est vraiment cool. C'est une romance vraiment très originale, une histoire unique. Vraiment, je sais pas comment l'expliquer, mais ce personnage est juste vraiment génial. J'avais lu même Maybe Not, il me semble que je l'ai même pas gardé. Et j'avais pas du tout aimé. Vraiment, je comprends pas comment j'ai pu adorer un personnage et une histoire comme ça de Colleen Hoover et ne réussir à rien aimer d'autre. C'est trop bizarre, vraiment, j'y arrive pas. Mais vraiment, Ridge, en fait, pour moi, il faudrait qu'elle écrive que des livres avec Ridge. Et là, j'adorerais. Mais vraiment, j'ai pas les mots pour ce personnage-là. À partir de ce moment-là, je risque de plus trop avoir les mots pour les personnages. Mais vraiment, Ridge, il est... En fait, j'ai eu beaucoup de mal aussi à le classer dans mon classement là. Parce qu'il est vraiment très unique dans ma tête. Il est vraiment très à part dans ma tête. C'est un personnage vraiment... En fait, c'est un personnage qu'il faut rencontrer, sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Donc si vous n'avez pas lu Maybe Someday, même si vous avez lu d'autres Colleen Hoover et que vous n'avez pas aimé, lisez Maybe Someday, rencontrez Ridge, s'il vous plaît. Le suivant, j'aurais bien aimé le mettre dans le top 5, mais dans le top 5, il n'y a que 5 places, et au bout d'un moment, il faut faire des choix. Donc il est 6ème. Je parlais tout à l'heure de l'écriture de contes, bah... on y est. Les Chroniques lunaires, le tome 1, Cinder, de Marissa Meyer pour Kai, ici, le prince. Kai, qui est donc le prince de Cendrillon, puisque bah, ici, on est dans la réécriture de Cendrillon. J'adore le personnage principal, vraiment, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très cool, vraiment très à part. Mais je sais pas, j'ai un truc avec les princes, j'arrive pas à l'expliquer, j'ai un truc avec les princes. Les princes, alors attention, il y a des princes qui sont particulièrement misogynes et particulièrement cons, mais Kai est vraiment très cool. En fait, on est dans un univers où Cinder, qui est à moitié cyborg, est rejetée par la société pour ce qu'elle est, vraiment. Et lui, il est prince. Donc en fait, il est au centre de tous ces... Pardon, je perds ma voix. Il est au centre de toutes ces règles et de toute cette société qui rejette les gens pour ce qu'ils sont. Il incarne cette société parce qu'il est prince, vous voyez. Mais il va tomber amoureux de Cinder. En fait, il va, contrairement à tout son peuple, faire abstraction de sa jambe et de sa main, il me semble, qui sont en métal, parce qu'elle les a perdus, donc on les a remplacés par du métal, des prothèses quoi. Il va faire abstraction de ça, et il va tomber amoureux d'elle, et on entre dans l'espèce de dualité de il est prince, donc il peut pas faire réellement ce qu'il veut, il n'a pas le droit de tomber amoureux de qui il veut, en tout cas il n'a pas le droit d'être en couple avec qui il veut, surtout pas avec une cyborg, parce que son peuple va se révolter contre lui, mais en fait il va faire exactement l'inverse. Il va se dire, je suis prince, c'est moi qui décide, je fais ce que je veux, et si je dis à mon peuple qu'épouser une cyborg c'est ok, ils n'auront pas le choix en fait. Et cette force de caractère c'est vraiment cool, et on pourrait se dire effectivement il est prince, il fait ce qu'il veut, mais ça marche rarement comme ça dans la royauté, ça marche rarement comme ça dans les livres comme ça, dans les sagas comme ça marche rarement comme ça en dystopie. Même quand tu es à la tête du pouvoir, tu décides rarement réellement de ce qui se passe, et lui, il va faire ça. Et au-delà de ça, c'est un personnage que j'adore. Vraiment, je le trouve vraiment très cool. Il est tout mignon, il est tout gentil, et en même temps, il a cette capacité de dire « Ok, c'est moi qui décide maintenant, fermez-la ». Et c'est cool, vraiment c'est cool. Voilà, j'adore Kai, et j'adore cette saga. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les 3 premiers étaient déjà décidés avant même que je commence à faire le top. Mais pour le 4 et le 5, j'ai hésité dans quel ordre les mettre.
Le 4 et le 5 sont pas loin d'être ex aequo, j'ai dû faire un choix évidemment, mais ils sont vraiment pas loin d'être ex aequo. Ce qui rend les choses difficiles pour moi de les classer, ces deux-là en particulier, c'est que ce sont des sagas et des personnages très différents l'un de l'autre. Mais bon, il a quand même fallu que je choisisse. Donc en numéro 5, c'est ça, j'ai mis Drew de Love Game. Love Game est une de mes sagas de romance vraiment préférées de tous les temps, pour la simple et bonne raison que si je ne dis pas de conneries, on est dans la tête de Drew pendant au moins tout le tome 1, peut-être même tout le tome 2. Je sais qu'à un moment donné ou à un autre de la saga, on finit par avoir une alternance avec le personnage féminin, mais dans ce tome 1, on n'est que dans sa tête à lui, et ça a été un tel bonheur, vraiment, j'ai tellement aimé ce personnage. Donc c'est une romance, on rencontre Drew, qui... dans mon souvenir, il est un peu le cliché quand même du gars qui veut pas se poser en fait. C'est même pas le coureur de jupons, c'est vraiment le gars qui n'a pas envie d'un truc sérieux et qui donc ne préfère ne pas se poser avec quelqu'un parce qu'il veut pas quelque chose de sérieux. Il pourrait trouver quelque chose à moitié, vous voyez, enfin à mi-parcours entre une relation sérieuse et ne pas être avec quelqu'un. Mais non, il se dit c'est pas la peine que je me prenne la tête avec tout ça. Sauf que évidemment, et c'est en fait c'est ça que j'adore avec les personnages masculins, c'est ce moment où ils comprennent qu'ils tombent amoureux. Et c'est en fait, en vrai, c'est le cas aussi pour celui que j'ai mis en numéro 4. Bref, on y reviendra après. C'est ce moment où ils comprennent que c'est trop tard. Ils sont tombés amoureux d'une femme, ils voulaient pas, mais c'est le cas en fait, et ils doivent faire avec. Et ce moment-là, quand on est dans leur tête, moi j'adore, c'est mon petit moment préféré. J'adore, et c'est exactement ce qui se passe avec Drew. C'est le genre de mec à dire je comprends pas pourquoi tu te poses avec une fille, c'est compliqué, faut faire des concessions, vas-y c'est nul et tout, tu te maries mais mon pauvre t'es fou et tout. C'est le genre de gars à tenir ce discours jusqu'à ce qu'il rencontre Kate du coup. Et là il va changer et on va, en fait il va littéralement se battre pour être avec elle. On part quand même d'un gars qui n'y croit pas, hein, qui voit pas l'intérêt de se mettre avec une femme, qui dit que c'est trop compliqué, trop difficile, que ça vaut pas le coup, blablabla. Et on passe à un mec qui fait tout pour être avec elle, il fait tout pour que ça marche. Et j'adore voir ça chez les personnages masculins, je trouve ça vraiment génial. Voilà, je trouve ça vraiment très cool. Et Drew est un de mes personnages préférés, donc bah, du coup il est là. Voilà. En numéro 4, du coup, on a un tome des Gardiens de l'Éternité écrit par Alexandra Ivy. Ici, c'est le tome 2, donc Viper. J'ai adoré cette saga, vraiment. Et j'ai même pas galéré à choisir un des personnages pour vous le présenter. Ici, c'était Viper et aucun autre. Globalement, chez les lecteurs et les lectrices de cette saga, celui qui ressort, celui que les gens préfèrent en général, c'est Dante, le personnage du tome 1. Mais moi, ça a toujours été Viper. Dante, c'est pas vraiment mon délire. Mais ici c'est pareil, ici en gros on est dans une saga où dans la plupart des tomes, le personnage masculin est un être surnaturel, donc ici un vampire, ça peut être un loup-garou, parfois c'est une fée, parfois, enfin un fée du coup, voilà. Et on a la plupart du temps une humaine. Et en fait la situation de départ est toujours la même. On a toujours l'humaine en question qui est dans une situation un petit peu compliquée, elle s'est fait enlever, elle s'est fait agresser, elle s'est fait attaquer, quelqu'un la poursuit, quelqu'un veut la tuer. Et comme c'est une humaine, le gars, surnaturel, débarque un peu en mode t'inquiète, je suis ton sauveur, je vais te sauver, je vais te ramener chez toi en un seul morceau, pas de panique, je suis là. Et on a toujours cette réponse, alors à plus ou moins, avec plus ou moins de force, du personnage féminin. Et en fait, moi je l'imagine toujours en train de le regarder de haut en bas et de lui dire mais d'où tu sors, casse-toi, j'ai pas besoin de toi. Et j'adore ça, c'est ce que je disais avec Drew, c'est ce moment où il se retrouve comme un con en fait, il est vraiment comme un con parce qu'il veut l'aider, elle lui a rien demandé, il s'est dit vas-y je vais être son chevalier servant, je vais lui sauver la vie, ça va être génial, et elle lui dit mais casse-toi, j'ai pas besoin de toi. J'adore ce moment là, c'est aussi pour ça que j'adore cette saga, mais avec Viper je trouve que c'est encore plus fun parce que Viper est, il me semble, au fil de la saga il devient quand même le chef des vampires, il dirige un club qui est le centre de la communauté vampire. Vraiment c'est un personnage extrêmement important dans la communauté des vampires, et du coup qu'une pauvre petite humaine lui dise mec dégage, j'ai pas besoin de toi, ça lui met un coup. Et en fait j'adore ça, oui c'est un petit peu sadique mais j'adore ça, vraiment. Je sais plus comment elle s'appelle ici, Shay. Ah oui, Shay. Vraiment, il se trouve qu'en plus elle est pas tout à fait humaine, celle qui est le personnage féminin ici, et vraiment en fait c'est le cas dans toute la saga, mais j'ai une préférence pour Viper parce que c'est Viper. En fait, il y a ce moment où
il veut l'aider. Au début, il veut l'aider de manière un petit peu désintéressée, juste parce que bon bah elle est en situation compliquée et il se dit vas-y je vais l'aider. Elle lui dit non, elle l'envoie bouler et du coup il se rend compte que il voulait l'aider pas vraiment de manière désintéressée, il voulait l'aider parce qu'en fait elle lui plaît, elle l'attire et du coup il veut la sauver pour être avec elle, tu vois. Et du coup il se retrouve comme un con à devoir assumer ses sentiments et ça c'est quelque chose de compliqué vraiment, à devoir assumer ses sentiments et à devoir lui dire non mais en fait il faut vraiment que je t'aime parce que je ne peux pas m'en empêcher. Et en plus on a la dimension surnaturelle qui entre en compte, qui fait que quand un vampire ou un loup-garou ou n'importe quelle créature de la saga tombe amoureux d'une femme, eh bien il ne peut pas aller à l'encontre de cet instinct primitif, puisque c'est à moitié un être surnaturel, de la sauver et de tout faire pour la protéger. Sauf qu'il est dans une situation telle, non mais c'est quand même fou, que si il fait ce qu'elle lui dit qu'elle veut pas qu'il fasse, je sais pas si vous avez compris ma phrase, eh bien il va la perdre. En gros, s'il suit son instinct pour la sauver, il va la perdre, parce que c'est pas ce qu'elle veut, et qu'elle lui a bien fait comprendre qu'elle avait pas besoin de lui, mais s'il le fait pas, il se sent pas bien, parce que son instinct lui dit de le faire. J'adore ce sentiment, j'adore ces trucs, vraiment, j'adore ça. Et Viper, rien que de l'avoir entre les mains, celui-là, j'ai envie de le relire. C'est le premier pour lequel je vous dis ça parce que c'est un de ceux que j'ai lu il y a le plus longtemps, avec ceci joli trouble, j'avoue. Mais vraiment, j'ai un souvenir où avec Viper, ça m'avait vraiment marqué, j'avais vraiment trouvé ça ouf. Et le personnage, en fait, le voir se battre avec lui-même pour obtenir ce qu'il veut sans pouvoir faire, enfin vraiment, sans pouvoir faire ce qu'il veut, je finis ma phrase, c'est un peu jouissif de les voir faire, de les voir galérer en fait. Ce que j'aime avec les personnages masculins, c'est quand ils galèrent. Hein, écoutez. On va rentrer du coup dans le top 3 de cette vidéo. Je vais essayer de faire plutôt court, déjà parce que la vidéo est assez longue, ensuite parce que je suis pas certaine que ma batterie tienne pour tout vous dire, et surtout parce que c'est 3 sagas et 3 personnages dont j'ai déjà beaucoup parlé, que vous connaissez si vous suivez la chaîne. Mais, enfin, ne pas les mettre, c'est pas possible. Je peux pas ne pas les mettre, c'est pas possible. J'ai particulièrement hésité entre le numéro 1 et le numéro 2, mais j'ai finalement fait un choix. On va commencer par le numéro 3, c'est-à-dire Verlaine, des Brumes de Cendre Lune, écrit par Georgia Caldera. Verlaine est un personnage extrêmement bien travaillé par l'autrice. Vraiment, le personnage féminin qui s'appelle Céphise est aussi bien travaillé, bien construit. Elle est vraiment géniale. Pour tout vous dire, j'ai même, pour ce couple-là en particulier, hésité à les mettre dans le top des couples. Mais je peux pas mettre Verlaine dans le top des couples, c'est pas possible, c'est Verlaine, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Vraiment, en gros, on est dans un univers très fantastique quand même, la limite de la fantaisie avec des dieux. La ville est dirigée par un dieu, et tu peux pas, ne serait-ce que penser que ce dieu agit mal, ou que ça il aurait dû faire autrement, parce que à la minute où tu penses ça, le dieu l'entend et il envoie son bourreau te récupérer et il va te pendre à un arbre. Ça se passe tous les dimanches soirs, je crois, un truc comme ça. Vraiment, c'est super. Voilà, et donc au milieu de tout ça, on a Céphise et Verlaine. Céphise qui est victime de cette dictature, de ce régime totalitaire. Ses parents ont été tués, son frère a été embrigadé dans l'armée du dieu. Et elle, bah, elle a été livrée à l'abandon, comme ça. En plus, on lui a amputé un bras, il me semble, pour faire bonne mesure, tu vois. Du coup, elle est livrée à elle-même, elle vit toute seule, elle fait du violon. Et Verlaine vit au château. Verlaine est le fils le fils du dieu, mais il n'est pas le fils d'une déesse, donc il est un demi-dieu. Il a une place assez particulière au château à cause de cette double génétique, tu vois. Et tous les soirs, il joue, je sais plus s'il joue du piano ou s'il chante ou s'il joue lui aussi du violon, mais en gros tous les soirs il joue d'un instrument de musique lui aussi. Et en fait tous les soirs ils se répondent avec ses fils, ils jouent l'un avec l'autre à travers la ville, comme ça ils s'entendent mais ils ne savent pas qui est l'autre. Et ils vont finir par se rencontrer, bon ils vont mettre un petit peu de temps à capter que c'est l'autre et tout. Et il y a toute une... vraiment l'imaginaire autour de la saga est vraiment ouf. Il y a toute une notion de vie, d'éternité, de Dieu autour d'eux vraiment quand ils se rencontrent. Et j'ai vraiment adoré cet univers. Mais Verlaine est à part. Vraiment, je peux pas vous dire exactement précisément ce que j'ai aimé dans la saga, je vous en ai déjà dit beaucoup. Et si je vous dis réellement ce que j'ai aimé dans la saga et pour le personnage de Verlaine, ça spoil complètement la saga. C'est rien à un moment donné, je ne peux pas vous expliquer pourquoi j'aime ce personnage.
sans vous spoiler la saga quasiment au complet. Mais vraiment, ce personnage il est génial, voilà, je n'ai pas d'autres arguments à vous dire, il est vraiment, vraiment, vraiment génial. On n'est pas que dans la tête de ses fils et de Verlaine au cours de la saga, on est aussi dans la tête d'autres personnages, des frères de Verlaine notamment, et vraiment, avoir toutes ces visions-là, ça te permet d'avoir plein de visions de Verlaine, bon de tous les personnages, hein, mais de Verlaine en particulier, et vraiment, l'avoir dans les mains là, ça me fait dire que peut-être j'aurais dû le mettre plus haut, mais vu les deux personnages qui arrivent, je ne peux pas le mettre plus haut. Vraiment, je ne peux pas, mais c'est dommage parce que j'adore Verlaine. Voilà. Du coup, là, il reste deux personnages dont je parle beaucoup. Et la seule vraie question, c'est qui j'ai mis en 1 et qui j'ai mis en 2. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hésité, comme j'ai dit tout à l'heure. Je le vois là. Mais je pouvais pas mettre celui que j'ai mis en numéro 1 ailleurs qu'en numéro 1. Donc, de manière logique, j'ai dû mettre Inan de Sang et de Rage, écrit par Tomi Adeyemi, en numéro 2. Ça me fait presque mal de le mettre en numéro 2, vraiment, et il me semble même avoir dit en vidéo qu'il était pas loin de surpasser celui que j'ai mis en numéro 1. Mais il l'a pas encore surpassé, peut-être que ce sera le cas une fois que j'aurai lu le tome 3, je ne sais pas. En tout cas, ici, on est dans un royaume, il me semble, qui s'appelle le royaume d'Orisha, et qui est dirigé par un petit peu comme les Rondes de Sang dans Lune, hein, par un espèce de tyran totalitaire qui n'en a rien à foutre de rien, et qui a éradiqué toute la magie, qui a fait en sorte que la magie, qui était quelque chose d'héréditaire, transmis de génération en génération, ne soit plus transmis aux générations. Et on va suivre plusieurs personnages. Comment ils s'appellent? Je ne sais plus. Inan, oui. Zélie est la sœur d'Inan, la sœur de Inan qui s'appelle Amari. En gros, on a Zélie qui va, presque malgré elle, démarrer une espèce de quête pour retrouver son pouvoir et remettre la magie dans le royaume. Et elle va embarquer avec elle, sans faire exprès, Amari et Inan, qui sont le fils et la fille du roi, qui ne veut pas de magie, donc. Et vraiment, on suit ça. Et Inan, alors il me semble que je l'ai dit, au cours du tome 2, t'es plus censé l'aimer. Vraiment, au cours du tome 2, il se passe des trucs et il fait des choses. Vraiment, tu te dis, t'es plus censé être de son côté à lui. Il y a toute une dualité, vraiment. Les personnages évoluent vraiment et ont une réelle évolution. Non, c'est pas ça le mot. En fait, ils sont vraiment humains. T'as vraiment l'impression qu'ils sont humains parce que ils sont pas lisses du tout. Ils ont pas genre un but et ils y vont quoi qu'il arrive. Pas du tout. Ils vont changer d'avis, revenir en arrière, repartir, discuter, pas discuter, vraiment. Donc au cours du tome 2, Inan fait des choses pas cool. Vraiment, j'en ai conscience. Et t'es plus censé l'aimer, t'es plus censé être de son côté, mais je l'aime tellement que je n'arrive pas à ne pas être de son côté. C'est comme ça. Vraiment. Et c'est aussi pour ça qu'il a failli surpasser le numéro 1, parce que le numéro 1, contrairement à Inan, n'a jamais changé de voix. Genre vraiment, le numéro 1, il est droit, il est honnête, il ne bouge pas. Et du coup, je sais pas si je l'aimerais aussi s'il avait dévié. Vous voyez, on en parlera du numéro 1 juste après. Mais vraiment, Inan il est pas du tout droit, il est pas du tout honnête, mais en fait, du coup, c'est ce qui le rend complètement humain. Je dis pas que le premier n'est pas humain, on y reviendra après, mais vraiment, j'adore Inan. Le voir se battre avec ses sentiments, le voir essayer de convaincre sa propre mère de l'écouter, c'est quand même assez ouf. Et au milieu de tout ça, évidemment, on a un semblant de romance qui se joue. En fait, le voir se battre avec tout ça, j'ai l'impression qu'il est à côté de moi quand je lis. Vraiment, c'est assez ouf. C'est le premier pour lequel je dis ça, mais vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'il existe et que je peux l'aider, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de le prendre dans mes bras. C'est vraiment, j'adore Inan. Pour le numéro 1, j'ai fait très attention à ne pas citer son prénom depuis tout à l'heure, mais si vous n'avez pas deviné qui c'est, je peux pas. Enfin, ça veut dire que vous regardez pas mes vidéos, je sais pas quoi vous dire à un moment donné. Si vous n'avez pas deviné que le numéro 1, c'est Pita, évidemment, de Hunger Games, écrit par Suzanne Collins, je peux rien pour vous. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je n'ai pas les mots. Vraiment, Pita, je peux même pas vous expliquer pourquoi j'aime Pita. C'est Pita, c'est tout, il n'y a pas d'autre explication. Rien qu'à vous dire ça, j'ai envie de regarder les films ou de relire les livres. Vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, il est tellement droit, il est tellement honnête, il est tellement parfait, ça en devient presque... T'as presque envie de le taper parce qu'il est parfait, mais c'est Pita, tu peux pas. Enfin, je veux dire, il est...
c'est Pita. J'ai pas les mots pour Pita, je suis désolée, je vais pas vous faire l'affront de résumer Hunger Games à un moment donné, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui était team Gale, et en fait j'ai hésité à les mettre en couple, dans le top des couples, mais c'est pas vraiment le couple qu'il forme avec Katniss que j'aime, c'est pas vraiment ses sentiments pour elle, contrairement aux autres, c'est pas vraiment ses sentiments pour elle que j'aime chez lui et qui font que j'aime le personnage, c'est vraiment juste Pita en fait. Il est tellement honnête, il est tellement chou, il est tellement mignon, il est tellement droit. T'as l'impression que tu peux lui faire ce que tu veux, il va te dire c'est pas grave, je te pardonne. Vraiment, ce gars, il est fou, il est tellement gentil qu'il est fou. J'ai pas les mots. Et en général, je préfère les mauvais garçons. Je sais pas si vous avez remarqué par rapport à tous les personnages que je vous ai présentés, mais il est rare que j'aime le garçon tout mignon, tout gentil, très droit, très posé, très honnête. C'est très rare que ça arrive. Mon exception, et il est numéro 1, c'est Pita. Vraiment, j'adore Pita. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas les mots, je peux pas expliquer. Il y a des gens comme ça que tu aimes dans la vie, et tu peux pas expliquer. Et ben c'est Pita. Voilà, je ne peux pas expliquer pourquoi j'aime autant Pita, mais j'aime Pita. Et c'est aussi pour ça qu'il est numéro 1, parce que j'ai pas les mots, j'ai pas d'explication. Quand je le décris, je me rends bien compte que normalement c'est pas ce que j'aime, c'est chez un personnage, et encore moins chez un personnage masculin. Mais c'est Pita. Je sais pas quoi vous dire de plus. C'est Pita. J'aurais aimé faire une vidéo plus courte, mais j'ai pas réussi. Et pour tout vous dire encore une fois, vous allez vous couper dans vraiment très peu de temps, je pense, parce que j'ai plus beaucoup de batterie du tout. J'espère que j'aurai réussi au montage à faire quand même une vidéo pas trop longue. S'il y a des personnages que j'ai pas cités et que vous adorez, dites-le moi en commentaire. Peut-être que j'ai lu le bouquin, peut-être que j'ai pas lu le bouquin, peut-être que je suis d'accord, peut-être que je suis pas d'accord. Mais je peux pas faire un top 20 ou un top 30, à un moment donné il fallait faire des choix, donc j'ai fait des choix. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.